Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette séquence de webinaire du vendredi. Alors, c'est le deuxième webinaire post-fusion de Sony Asset Management et de SPP Finance. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de marché obligataire. Donc, je vais être accompagné par Kevin et Dimitri, qui sont les deux responsables de la gestion obligataire chez Sony Asset Management. On va passer une grosse demi-heure ensemble. Je vous rappelle le mode opératoire. Vous avez un onglet pour poser vos questions en bas à droite. Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Alors, vous êtes extrêmement nombreux. Donc, s'il y a beaucoup de questions, évidemment, on n'aura certainement pas le temps imparti pour répondre à tous. Mais bon, si c'est le cas, Blaise et moi, on se fera un plaisir de vous rappeler et de répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu au cours de cette présentation qui va être dense et riche, en tout cas j'espère, et qui devrait être intéressante. Et vu le nombre de connectés, c'est que j'imagine que ça va intéresser beaucoup de monde. Alors, rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu ce qui s'était passé dans notre petit univers de la gestion d'actifs, depuis le 7 novembre, donc ça faisait un mois hier, donc Sony Asset Management et SPP Finance ont fusionné. Pour donner le nom de Sony Asset Management. Alors rapidement, une fusion de deux entités indépendantes. Une fusion essentiellement d'humains, parce que finalement, quand on fusionne notre univers, c'est les humains qui font la richesse et l'expertise qu'on est capable de déployer après quand on est une société de gestion indépendante. Et au centre de tout ça, il y a un point commun qui est très important entre Sony Asset Management et SPP Finance, c'est la gestion obligataire. C'est l'objet de ce webinaire ce matin. La gestion obligataire de Sony, évidemment, c'est un ADN historique, donc je ne reviendrai pas dessus. Et puis, SPP Finance, c'était la gestion privée de Shell-Shore Prince. Donc, Shell-Shore Prince, vous connaissez l'histoire aussi en termes d'ADN obligataire. Donc, globalement, un ADN obligataire qui est très fort de ces deux structures réunies. Et ces deux structures réunies aujourd'hui, c'est une petite vingtaine de collaborateurs. On dépasse ce seuil symbolique du milliard d'euros d'actifs sous gestion. Alors, il est certes symbolique, mais dans l'univers de la gestion indépendante aujourd'hui, l'effet de taille a quand même beaucoup de sens. Les contraintes réglementaires, les coûts associés et autres sont devenus de plus en plus importants. Donc, il y a un effet de taille qui est évidemment très important. La société reste 100% indépendante. On s'est battu pour l'être depuis le début, et chez SPPI et chez Sony. Et donc, l'idée, c'était de continuer à bâtir autour de cette indépendance. Et c'est vrai que comme on s'adresse essentiellement à des gens aussi indépendants, je trouve que ce bon mix d'indépendance, il est toujours très cohérent. Voilà. Donc, ce que ça va changer, le domaine d'expertise qui vont être adressés aujourd'hui. Alors, évidemment, l'expertise centrale, c'est la gestion obligataire. C'est ce qu'on va vous développer maintenant. Autour de cette gestion obligataire, on a une gestion action, donc on fera aussi un webinaire prochainement dans lequel il y a 3 fonds. On a une gestion diversifiée. C'était le webinaire de la semaine passée qui a été aussi suivi avec beaucoup d'assiduité. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer un message sur le chat pour qu'effectivement, on vous envoie le webinaire de la semaine passée sur la gestion diversifiée avec un fonds formidable qui s'appelle Bellara Club et qui a suscité beaucoup d'intérêt. Donc, je serais ravi de vous envoyer ça. Évidemment, l'idée de fusionner, c'est d'enrichir les pôles d'expertise. Donc, à la fois en termes de gérants, à la fois en termes d'ESG. Alors, ça, c'est un vrai sujet. On aura aussi l'occasion d'en reparler, mais ce que SPPI nous apporte dans cette fusion, c'est que chez Sony, historiquement, on n'a pas été les plus agressifs et les plus pragmatiques sur cette partie ESG, ce qui est tout l'inverse de chez SPPI Finance, où ils ont déployé cette ESG dans l'ensemble de leur gestion. Et on est ravis d'avoir cette courbe d'expérience qui arrive chez nous et c'est un niveau de savoir-faire qu'on va exploiter au maximum. On aura peut-être l'occasion d'en parler une minute à la fin, quand on vous parlera de ce qu'on fait sur notre gestion obligataire. Des savoir-faire qui sont étoffés et renforcés, une expertise en gestion privée qui va nous permettre de continuer aussi de développer quelque chose qui a plutôt très bien marché chez nous, c'est-à-dire tout ce qui est gestion sur mesure, fonds dédiés, gestion sous mandat, FID, enfin, tous ces éléments qui sont de plus en plus importants pour adresser une certaine typologie de clients. On est capable de le faire aujourd'hui, on le fait même plutôt très bien. Donc, on aura l'occasion, au travers de différents modes de communication avec le webinaire, de vous reparler de tout ça. Mais donc, une offre qui s'est beaucoup enrichie, à la fois en termes d'expertise, en termes de produits et en termes d'outils. Voilà, on espère vous en faire profiter. On vous remercie par avance pour votre confiance. Et puis, j'ai envie de dire, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet pour vous parler à la fois de l'environnement de marché obligataire. On va faire 2 minutes, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé en 2022. Tout le monde l'a vu, on l'a entendu et réentendu. Donc, juste faire un petit focus rapidement par rapport à ça. Et après, on rentrera dans le positionnement de la gamme obligataire où je laisserai à la fois Dimitri et Kevin vous expliquer comment tout cela fonctionne, ce qu'on peut en attendre, quelles sont les zones de risque. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'éléments qui vont être très riches cette partie obligataire. Donc, on rentre dans le vif du sujet et on va commencer par toi, Dimitri, rapidement pour nous rebrosser en 2 slides, donc en 2 minutes, l'environnement de marché dans lequel on est aujourd'hui.
Oui, merci Christophe. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être là pour ce premier webinaire d'une longue liste, j'espère, à venir, pour vous parler des marchés obligataires. Ce premier graphique, bon, on va essayer d'être assez rapide sur l'environnement de marché, mais s'il y a un graphique qui doit résumer la situation aujourd'hui et l'évolution, le renouveau des marchés obligataires depuis le début d'année, c'est clairement le retour d'un portage positif avec des remontées de taux des banques centrales qui ont été très fortes, très abruptes depuis mi-2022 et qui sont poursuivies en 2023. Donc on a vraiment un renouveau des marchés obligataires. Le monde a clairement changé sur le marché obligataire et c'est un marché qui retrouve une place prépondérante dans les allocations d'actifs après quelques années de taux faibles, voire négatifs. Donc voilà, il y a un vrai renouveau. C'est vraiment un marché qu'il faut redécouvrir et on va essayer de vous montrer comment on peut saisir des opportunités sur ce marché via notre gamme. Donc le contexte, on a des niveaux de rémunération qui redeviennent intéressants, comme je disais, avec des taux BCE à 4% aujourd'hui. On a un marché obligataire dans son sens large sur le crédit, sur les emprunts d'État, avec des rendements qui vont de 3,5% sur de la très bonne notation de papier investment grade, d'entreprise investment grade, jusqu'à 7,5% et même plus quand on parle du crédit high yield en euros. Donc des vraies possibilités de portage et de la rémunération dans les portefeuilles, ce qui est un vrai renouveau. Sur les emprunts d'État, donc des papiers vraiment avec une sécurité très forte et sans risque de crédit, même sur ce segment-là, on a retrouvé du portage avec de façon intéressante le 2 ans français, par exemple, à 3%. Donc ça permet d'avoir un vrai portage dans le portefeuille sur quelque chose d'extrêmement liquide et avec une forte sécurité. On a un cycle de resserrement monétaire donc qui touche à sa fin. On a vu les différentes hausses de taux qu'on a eues jusqu'à mi-2023 du côté de la Fed et de la BCE. Les chiffres d'inflation des derniers mois montrent que cette envolée de l'inflation qu'on a connue touche à sa fin. On revient vers les targets de 2% des deux côtés de l'Atlantique à horizon 1, 2, voire 3 trimestres. Donc on ne parle plus de hausse des taux, donc plus de baisse de valeur des obligations liées à ça. On parle déjà, le marché commence à pricer des baisses des taux à venir selon un timing entre le deuxième et le troisième trimestre de l'année suivante. Donc voilà, il y a un vrai intérêt à revenir sur cette classe d'actifs et à bénéficier de ce portage global sur les marchés obligataires. Alors, effectivement, le panorama a beaucoup changé. Alors, à force de dire que le monde a changé, il a changé vraiment. La question aujourd'hui, clairement, c'est pas de savoir s'il faut faire des obligues, alors que c'était une question qui était totalement légitime post-2022. D'ailleurs, on voit bien, d'un point de vue global, que la classe d'actifs qui a collecté le plus d'argent depuis le début de l'année, c'est la classe d'actifs obligataires, quelle que soit d'ailleurs la typologie de clientèle, que ce soit des particuliers, des conseillers de patrimoine indépendants, des banquiers privés, des family office, des institutionnels. C'est une classe d'actifs qui a retrouvé finalement la place qu'elle avait un peu perdue. Donc maintenant, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut faire des obligues, c'est comment il faut faire. Parce que c'est pas parce que tout paraît plus simple qu'il suffit juste de baisser la garde, d'appuyer sur un bouton, d'acheter n'importe quoi et ça va monter. C'est pas exactement ça. Et donc l'idée, c'est de rentrer un peu dans le détail. Et comme le champ des possibles s'est largement élargi dans l'univers obligataire, on peut faire beaucoup de choses avec des niveaux de risque différents, avec des structurations différentes, avec des papiers différents, avec une manière de travailler différente, avec une approche des risques différente. Et c'est globalement ce qu'on va essayer de vous expliquer là aujourd'hui, au travers d'une gamme de Sony qui s'est bien étoffée. Et je vais faire rapidement la présentation de la gamme et après, on rentrera dans le détail de chacun des fonds pour que Kevin et Dimitri vous expliquent précisément ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on peut en attendre et comment ça fonctionne. Alors, la première chose qu'on n'avait pas dans la gamme Sony, c'est un fonds short duration. Alors, short duration, c'est quoi? C'est un fonds avec une duration courte. Ce n'est pas un fonds dans lequel on peut shorter la duration, qu'il n'y ait pas d'incompréhension par rapport à la typologie de ce fonds-là. Ce fonds s'appelle Serene Oblig, il va s'appeler Sony Serene Oblig. On y reviendra tout à l'heure, c'est un fonds avec des durées courtes, qui est une vraie alternative aux fonds monétaires. On a vu que les fonds monétaires avaient retrouvé aussi un peu de vigueur, donc l'ensemble des produits de taux a retrouvé de la vigueur. Serene Oblig, c'est une vraie alternative. On verra tout à l'heure que
on peut imaginer de gagner de l'argent de cette manière-là sur des durations courtes. Donc, ça semble être une première brique totalement cohérente quand on parle de gestion obligataire par rapport à une approche du risque, par rapport à un client final. La deuxième partie, c'est certainement celle sur laquelle on va passer le plus de temps et celle sur laquelle vous nous attendez vraisemblablement. C'est ce qu'on va faire évoluer à l'intérieur de notre fonds historique qui s'appelle Sony Eurostratégique. Et donc, Sony Eurostratégique et SPPI Multi-Oblig, qui est le fonds historique également de SPPI Finance, sont deux fonds qui vont se marier l'un avec l'autre. Et l'idée, c'est de vous apporter un peu d'informations et beaucoup de contenu sur ce que va devenir ce Sony Eurostratégique, qui était le vaisseau amiral de Sony, qui va rester le vaisseau amiral de Sony, et dans lequel on va pouvoir travailler sur l'ensemble du spectre obligataire. Là, il y a beaucoup de choses à faire, et vous allez voir que les différences avec Eurostratégique sont majeures, à la fois en termes de risque, à la fois en termes d'univers, et c'est tout cela qu'on va vous expliquer tout à l'heure dans le détail, pour que vous compreniez bien aujourd'hui quel est l'intérêt de continuer d'avoir ce type de véhicule d'investissement, et à quelle typologie de client il peut s'adresser. Le troisième fonds, alors c'est un fonds historique de Sony, qui est Sony Eurocrédit Opportunité, géré par Kevin depuis le début. Là, c'est un fonds pur crédit, voilà, pur crédit en euros comme son nom l'indique, avec une vraie dominante à yield, un vrai fonds de sélection d'obligations. Ça, c'est un vrai savoir-faire qu'on a historiquement chez Sony. Donc, il est vraiment radicalement différent de ce qu'on a sur un fonds short duration ou sur un fonds multi-stratégie obligataire. Donc, ça, c'est une vraie expertise qu'on a largement déployée, à la fois sur Eurocrédit Opportunité, mais aussi sur nos fonds datés. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc, ça, c'est un vrai savoir-faire de bon picking, de sélection de valeur. Et Kevin vous détaillera comment il travaille tout à l'heure. Mais voilà, c'est un vrai intérêt d'avoir un spectre beaucoup plus large. Donc, comme vous le voyez, on parlera aussi 2 minutes de fonds datés tout à l'heure. Le champ des possibles chez Sony est devenu bien large. Et donc, la proposition de valeur est relativement large avec des spectres qui sont aussi de plus en plus larges. Et c'est tout ça dont on va vous parler maintenant. Et je vais laisser la main à Dimitri pour commencer à parler de cette oblige. Alors, ça, c'est une vraie nouveauté chez Sony. Voilà, même si on a eu la volonté de le faire, oui, comme on ne peut pas tout faire, donc on ne l'a pas fait. Et donc, on récupère ça dans cette belle corbeille de la mariée. Et on est content de le récupérer. Donc, Dimitri, je veux bien que tu rentres un peu dans le détail dans ce qu'est Seren Oblig, à quoi ça ressemble, ce qu'on peut en attendre et comment tu travailles à l'intérieur de ça. Oui, alors Seren Oblig, c'est un fonds qui a été créé vraiment, comme tu l'as dit, Christophe, pour être une alternative au fonds monétaire et aller capter une recherche de performance et un portage sur la partie courte du marché obligataire, en étant très majoritairement investi en investment grade, donc en qualité de crédit supérieure. Et comme tu l'as dit, le terme short duration, c'est vraiment cette partie courte de la courbe. On va pas aller faire des paris de sensibilité négative ou autre. C'est vraiment un fonds long only, classique dans sa composition en termes obligataires, qui a vocation à être simple, à ne pas aller faire de la recherche de surperformance via des paris ou des risques idiosyncratiques. C'est vraiment d'aller capter ce portage sur la partie courte. Il y a quoi dedans? Alors, il y a quoi dedans? La composition du portefeuille, elle est très simple. On a une partie d'investissement qui sont sur du crédit corporate, donc aller chercher les obligations d'entreprise très majoritairement investment grade dans le portefeuille, avec de la visibilité, sur des maturités en portefeuille qui s'étalent de 1-2 mois jusqu'à 12-18 mois selon les cas et selon notre vue de marché et notre vue crédit, notre recherche crédit sur les émetteurs. On a une partie financière qui est très majoritairement sur des bancaires seniors, donc de qualité crédit supérieure et quasi exclusivement investment grade également sur cette partie-là, afin d'apporter une diversification en termes de portage et de performance, et à la fois une diversification sur le risque. Troisième volet, c'est la partie emprunt d'État. On l'a vu tout à l'heure, on a retrouvé du portage sur ce type de papier, sur ce segment du marché obligataire. On l'utilise dans la construction du fonds, donc à la fois pour cette partie portage, qui, même si elle est un peu inférieure à ce qu'on peut trouver sur du crédit ou sur des financières, a une liquidité extrêmement forte. Et permet également d'avoir cette diversification supplémentaire et de se positionner un petit peu de façon défensive dans le marché lorsqu'on considère que les spreads de crédit ont très bien payé, que ça soit sur les corporates ou sur les financières. Voilà, on va chercher des emprunts d'État, on se met un tout petit peu en positionnement défensif pour être capable de redéployer après ces investissements lorsqu'il y a des opportunités, que ça soit sur du primaire
courts ou sur des écartements de marché. Et enfin, une poche de liquidité, avec cette liquidité qui est placée, qui est rémunérée, pour saisir ces opportunités et avoir cette flexibilité. C'est quelque chose qui est très vrai sur Seren Oblig et sur Multi-Oblig, c'est cette notion de gestion active. Même si on a un objectif de portage sur la partie courte des marchés obligataires, on a quand même ce côté de gestion active qui permet d'aller saisir des opportunités, de faire des arbitrages au moment où on le juge opportun pour améliorer le rendement du portefeuille et gérer le risque. Alors, un point important que tu as souligné, mais je vais réinsister dessus. Aujourd'hui, le cash rémunère. C'est un changement radical par rapport à ce qu'on a connu par le passé. C'est-à-dire que quand vous êtes en position de liquidité, votre liquidité, elle vous rémunère de l'argent. Donc, quand patienter est rémunérateur, c'est un changement de paradigme qui est relativement fort. Et donc, il faut utiliser cette poche de cash pour ce qu'elle est, avec la rémunération qui va avec, ce qui est quand même une nouveauté aussi quand on parle de cette typologie de gestion obligataire. Alors, rentrer dans quelques chiffres aussi, c'est intéressant pour étayer ce que tu viens de dire avant. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le positionnement actuel qui donne les principaux agrégats sur le fonds. On a un rendement qui est de 3,8%. Alors le mois de novembre, comme vous le savez, a été très propice pour les marchés obligataires et on a eu une très bonne performance qui fait que mathématiquement, le rendement a diminué. On était supérieur à 4. Il y a un mois, on est plus qu'à 3,8% de rendement, mais parce que les taux ont sensiblement baissé. On a une sensibilité taux, là c'est l'intervalle actuel de sensibilité taux qui est autour de 0,8% à l'heure actuelle. Début du mois de novembre, on avait une sensibilité taux qui était supérieure à 1. On a baissé cette sensibilité taux pour prendre un peu nos profits sur la baisse des taux récentes et on a raccourci la durée du portefeuille pour éviter une légère remontée des taux à court terme. On a un portefeuille qui a une notation moyenne triple B+, donc largement en territoire investment grade, avec plus de 85% du portefeuille qui est investment grade. On se limite d'ailleurs, c'est pas sur cette slide-là, mais je pense que c'est important de le préciser. Ce fonds ne va pas aller rechercher le risque idiosyncratique et aller chercher une très belle histoire crédit. C'est pas l'objectif de ce fonds. Ce fonds, c'est faire du portage avec un risque très limité. Et donc, on ne va pas descendre dans des notations simple B ou triple C. La seule partie non investment grade du portefeuille, elle est sur des noms très solides, double B, double B+, certains double B-, pour des raisons spécifiques. Et c'est vraiment l'idée de limiter au maximum ce risque idiosyncratique. On a une maturité moyenne des investissements qui est légèrement inférieure à 1 an et une volatilité sur 3 ans qui est inférieure à 1%. Donc un vrai fonds short duration. Alors ce slide-là, c'est aussi un peu nouveau chez Sony. On va avoir le même tout à l'heure sur Multi-Oblig / euro stratégique. Ce qui est intéressant également dans ce type de fonds, et a fortiori dans la gestion obligataire aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure en préambule, il ne faut pas faire n'importe quoi. Raconte-nous un peu comment tu construis cette matrice de risque, ce qu'on peut en attendre, comment on peut en lire et comment on le travaille au quotidien. Oui, alors cette matrice de risque, elle paraît complexe à premier abord, mais elle permet d'avoir vraiment une gestion du risque pilotée et faire des stress tests sur la composition du portefeuille. C'est quelque chose qu'on fait historiquement chez SPPI sur l'ensemble de notre gamme, que ce soit sur des fonds flexibles diversifiés ou sur les fonds obligataires. Et ça nous permet de comparer notre scénario central en termes de marché avec des hypothèses de stress test et de risque pour voir comment le portefeuille peut se comporter. Donc vous avez 3 tableaux sur la partie en haut à gauche qui correspondent à 3 horizons d'investissement différents, à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois. Et pour chacun de ces tableaux, on a 3 scénarios différents. Le premier, c'est le scénario central, donc c'est le comité des gérants et analystes de chez Sony AM qui se réunit et qui donne des niveaux cibles sur l'ensemble des marchés, notamment pour ce qui nous intéresse sur la gestion obligataire, sur des niveaux de taux et sur des niveaux de spread de crédit. On a un scénario risk-off. Donc, ce qu'on appelle scénario risk-off, c'est le risk-off classique où on a une baisse des taux des emprunts d'État et un écartement des spreads de crédit. Donc, c'est le risk-off historique classique. Et on fait un troisième scénario, donc vraiment un scénario très stressé
où on positionne les niveaux de marché vraiment à l'opposé du positionnement du fonds. C'est-à-dire qu'on prend la pire situation de marché possible, étant donné la composition du fonds à l'instant T. Donc c'est vraiment une idée d'aller stresser chaque ligne du portefeuille. L'ensemble des corrélations devient négatif pour le fonds. C'est vraiment le scénario du pire, en quelque sorte. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces tableaux, donc vous avez deux effets. Vous avez l'effet marché qui correspond à la variation en pourcentage des investissements du fonds sur un effet à l'instant T de marché sur des spreads et sur des taux. Et vous avez l'effet portage qui correspond au rendement actuariel du portefeuille. Et ce qu'on voit, c'est que même dans des effets de marché négatifs, comme ça peut être le cas sur un scénario stressé, où on a un résultat de moins 1,5%, eh bien, sur un horizon de 6 mois, avec le portage, on arrive, quand bien même à avoir un effet marché très négatif, à avoir une performance totale qui englobe le portage qui est positive. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de revenir sur les marchés obligataires et de retrouver de portage sur l'ensemble des papiers. C'est que même dans un scénario dégradé et stressé, on arrive à avoir une performance positive. Le scénario central, juste un mot sur le niveau de scénario central qui est à moins 0,24% sur un effet marché. Ce scénario central, il prend en compte la très forte baisse des taux qu'on a connue au mois de novembre, et on considère qu'à court terme, il y a des risques que les taux remontent peut-être un petit peu techniquement. Donc c'est ça qui fait que ce scénario à 3 mois, scénario central, est un peu négatif, mais encore une fois, largement compensé par le portage très rapidement. Parfait, c'est un très joli slide. Alors, la slide Fantalis, c'est moi qui vais la faire, c'est plus facile, hein. Quand il n'y a que du vert et du bleu, c'est toujours plus simple. Bon, la courbe bleue, c'est Serena Oblique, donc voilà, c'est une très jolie courbe. On voit ce qui est intéressant sur un univers Fantalis, que vous connaissez tous, hein, c'est l'ensemble des indicateurs de risque, hein, qui sont tous bons ou très bons. Donc, bravo, hein, Dimitri, vous avez fait du bon taf, hein, et on est ravis de vous accueillir avec cette expertise complémentaire, et on voit que les performances à 1 an, 3 ans sont de très bonne qualité. Voilà, c'est une vraie alternative au fonds monétaire. On redécouvre ces fonds short duration. Je réponds aussi tout de suite à une question qui a été posée. Un fonds short duration, c'est pas un fonds daté short duration, hein. Ça veut dire que c'est un fonds qui évolue avec le temps, donc la maturité évolue, et il n'y a pas besoin de surveiller une date d'échéance potentielle. La duration maximum, tu m'arrêtes, hein, Dimitri, si je une bêtise, c'est 2. Voilà, mais Oui. voilà, donc c'est un fonds dans lequel il y a une gestion active, voilà, qui a toujours une velléité d'avoir une duration courte, hein, mais c'est pas un fonds daté short duration où on renouvelle tous les ans les papiers, on arrive à échéance. C'est un sport qui est radicalement différent des fonds datés. C'est pas du tout comme ça, pour ça qu'on fait ça. En revanche, ça peut s'adresser à tout un tas de typologies de clients qui sont les vôtres, au travers de gestion de trésorerie d'entreprise ou au travers de clients très prudents. En tout cas, c'est parfaitement adapté. Les perfs sont très bonnes, on est très content. Et voilà, donc c'est quelque chose de nouveau pour nous, mais qui est finalement que la continuité de ce qu'on a fait sur les obliques chez Sony historique. Voilà, on est très à l'aise d'avoir ce type de véhicule aujourd'hui. Dans l'univers de taux qui est le nôtre aujourd'hui, c'est quand même, ça me semble être très confortable. Voilà. Alors, on va passer j'allais dire au gros du morceau, mais à multi-oblig. Alors, multi-oblig, je vais te laisser redérouler. On va retrouver une typologie de présentation qui ressemble. Et là, j'imagine qu'on aura déjà on a déjà des questions. Donc, voilà, je te laisse dérouler et puis je t'interromprai au fur et à mesure de la présentation. Bien sûr. Alors, multi-oblig, c'est un fonds qui a vocation à être sur l'ensemble du spectre obligataire, sur l'ensemble des marchés obligataires. On parle souvent du marché obligataire, mais finalement, il y a, comme on va le voir dans les slides suivantes, il y a plein de marchés obligataires différents. Et c'est un fonds qui va vraiment essayer de faire l'allocation au sein du marché obligataire, dans un fonds qui est long only, sur lequel on va avoir une gestion active, aussi bien sur la partie risque crédit que sur la partie duration, et sur cette allocation entre les différents marchés obligataires pour aller capter le rendement ajusté du risque le meilleur possible. Sur les valeurs ajoutées de multi-oblig, c'est vraiment donc cette notion d'aller sur l'ensemble des marchés. Donc c'est un univers qui est très vaste, qui est très diversifié, où il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder sur les investissements. Une vraie gestion active, c'est-à-dire que les pondérations sur les différentes stratégies vont être très évolutives en fonction des conditions de marché, en fonction de nos scénarios
de niveau de marché en fonction de l'actualité réglementaire. Je pense notamment à tout ce qui est assurance ou bancaire ou même sur des hybrides d'entreprise. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et on va vraiment retranscrire ça par une gestion active, aussi bien en termes de recherche de performance que de risque. Et justement, la gestion du risque, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du moteur de Multi-Obligue, et c'est ce qu'on essaye aussi de faire sur Seren Oblique dans une autre mesure. C'est vraiment avoir une gestion du risque qui permet de mettre des bornes sur notre recherche de rendement. C'est un fonds qui historiquement a réussi à relativement mieux gérer les phases de baisse de marché que ses petits copains avec des performances équivalentes. Et je crois que c'est notre souci du détail sur les scénarios et sur les stress tests et sur le contrôle de ces risques de façon ex-ante qui a permis d'avoir cette gestion du risque et de calibrer au mieux le portefeuille entre cette recherche de rendement et la gestion du risque qui va avec. Alors, c'est effectivement important cette gestion du risque, hein. C'est ce qui a pu nous manquer par période dans l'euro stratégique. Donc là, on reviendra tout à l'heure sur un tableau qu'on a déjà vu sur Seren Oblique. Ce slide-là, vraiment, je te laisse la main après, Dimitri, mais pour nous, il est très important. Ce qu'on a voulu montrer dans le carré jaune, c'est l'expertise historique qu'on a déployée sur l'euro stratégique depuis mars 2011. Voilà. Et le reste du tableau, c'est l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui, avec ce qu'on disait depuis l'introduction sur le champ des possibles sur l'univers obligataire et le champ des possibles dans ce qu'on va faire dans Multi-Oblique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est intéressant d'avoir cette photographie. Je te laisse dérouler un petit peu et sans toutes les faire une par une, parce que sinon, on va y passer la matinée. Mais voilà, je voulais vraiment insister sur ce fait, voilà, le carré jaune, c'est ce qu'on a fait et l'ensemble du tableau, c'est ce qu'on va faire. Voilà, exactement. L'ancien focus par rapport au focus de Multi-Oblique qui est dans sa globalité. Donc, vous avez en colonne les différents types de stratégies et en ligne les différents actifs pour aller justement chercher ce rendement ajusté du risque. Donc, effectivement, c'est une slide qui est très complexe. On pourrait passer beaucoup de temps sur chaque type d'actifs et de stratégies. L'idée, c'est de voir que selon nos anticipations de marché, il y a des moments où on va vouloir aller chercher plus de portage, on va pouvoir aller chercher des histoires crédits intéressantes. Il y a des types de stratégies sur lesquelles on va réussir à avoir une recherche d'absolute return, c'est-à-dire qu'on va réussir à être très décorrélé des marchés et aller chercher du portage ou de la performance sur des stratégies spécifiques. Il y a des types d'actifs qu'on va plutôt utiliser selon selon ce qu'on attend d'un point de vue macroéconomique. Il y a des actifs qui vont beaucoup plus être utilisés pour de la couverture et pour un maintien des liquidités, pour saisir les opportunités de marché. Donc, c'est vraiment ce travail qu'on essaye de faire au quotidien de façon, encore une fois, active, c'est d'aller chercher les différentes stratégies pour vraiment avoir le meilleur mix en termes de rendement et de risque associé. Ça, c'est une bonne illustration pour le coup. C'est une très bonne illustration, c'est la composition du portefeuille à fin novembre. Donc la slide d'avant, c'était un peu le côté théorique, quel est le terrain de jeu et qu'est-ce qu'on peut faire et quelles sont les valeurs ajoutées sur les différents marchés. Là, c'est ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas d'aller décrire chacune des pondérations, chacune des stratégies, mais c'est quand même une bonne illustration du positionnement actuel où aujourd'hui, on est quand même surpondéré sur les emprunts d'État, puisqu'on a envie d'avoir bénéficié de ce portage court et sécurisé, tout en ayant une liquidité du portefeuille qui est très forte pour aller saisir des opportunités de marché, puisqu'on pense qu'à court terme, il peut y avoir une légère remontée des taux, un léger écartement des spreads de crédit. C'est la même typologie avec les bancaires seniors qui sont du portage de façon sécurisée sur l'investment grade. On a des stratégies de portage où on a un surplus de rendement qui sont les assurances subordonnées et sur les hybrides qui permettent d'avoir voilà, ce petit complément de portage. Alors sur les assurances subordonnées, c'est vraiment une analyse réglementaire de la situation qui fait qu'on a une pondération assez importante sur cette stratégie. On a de l'OPC court terme
pour placer les liquidités et garder en réactivité. On a du high yield sur le portage, sur quelques dossiers très spécifiques qu'on a sélectionnés. Donc voilà, c'est tout un éventail de stratégies qu'on suit au quotidien et qu'on essaye de suivre le mieux et de pondérer en fonction des aléas du marché de nos perspectives. Pareil, même comme tout à l'heure, un peu le positionnement du portefeuille aujourd'hui en termes de rendement, sensi, ainsi de suite, pour qu'on ait une bonne photographie versus celle qu'on avait juste avant. Voilà, donc un rendement autour de 4,5, une sensibilité taux qui est sur une borne entre 1 et 1,5. Alors on avait une sensibilité taux qui était montée jusqu'à 2,7 au cours de l'été pour jouer cette baisse des taux. Là, on a pris une partie de nos bénéfices, donc on a une sensibilité taux qui est redescendue autour de 1. On a une notation moyenne qui est investment grade. Sur l'ensemble du portefeuille. Un delta action qui n'est que théorique. En fait, ce delta, c'est important de le noter parce qu'on a des convertibles en portefeuille, mais on est sur des convertibles qui ont un delta qui est finalement extrêmement faible, voire purement théorique. Ce sont des convertibles qui ne sont pas du tout proches d'être convertis en actions, mais c'est un moyen d'avoir une diversification supplémentaire sur le recherche de rendement. Une maturité moyenne inférieure à 2 ans et une volatilité 3 ans qui est relativement faible par rapport à ses pairs de 2,2% sur les 3 dernières années. Alors même illustration tout à l'heure que sur Serenoblig. Alors ça, c'est vrai que sur Eurostratégique, on n'avait pas déployé cet univers de gestion des risques. Et au regard de l'univers des marchés obligataires aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, et je le répéterai à foison, mais c'est pas parce que ça paraît plus simple qu'il faut baisser la garde, et c'est pas dans ces moments-là où il faut baisser la garde. Il faut malgré tout être très prudent par rapport à ce qu'on fait, en tout cas être très pragmatique par rapport à ce qu'on fait. L'idée, c'est pas de dire on va faire attention à tout et machin. L'idée, c'est voilà, on a des scénarios qui sont bien identifiés, avec une gestion des risques qui est vraiment pilotée, et c'est un des éléments qui sont vraiment essentiels pour nous, pour qu'éviter sur ce type de véhicule obligataire multistratégique, qu'on aille dans le décor en faisant n'importe quoi et en prenant un drawdown qui ne soit pas explicable assez confortablement à un client final. Et voilà, donc maintenant vous connaissez le tableau, juste en quelques mots, un peu quelques chiffres, quoi. Oui, alors ce qui est intéressant de rappeler, c'est que cette méthodologie du risque, de gestion du risque et des stress tests, elle a été développée justement à la création du fonds multi-oblique, où ensuite on a utilisé pour l'ensemble des fonds chez SPPI à l'époque, mais c'était vraiment puisque on a une multi-stratégie, on a des questions de corrélation entre les stratégies, il faut réussir à prendre en compte le risque du fonds dans sa globalité, et c'est là où on a trouvé très intéressant de faire des simulations et des stress tests particulièrement forts sur le portefeuille. Là encore, on se rend compte que le portage permet, même dans des scénarios stressés, sur un horizon 12 mois, d'avoir une performance positive. Ça, c'est quelque chose de très important. Le positionnement du fonds aujourd'hui, il est relativement défensif. Le risque crédit dans le portefeuille et globalement le risque embarqué du portefeuille, il est à son niveau le plus bas depuis les 5 dernières années finalement. On a un scénario stressé qui indique moins 3,27%. Si on a une hausse des taux qui va de 50 points de base à 150 points de base sur les maturités les plus longues, et si on a des spreads de crédit sur le high yield qui s'écartent de 375 points de base, donc c'est vraiment des scénarios très forts de stress. Malgré ça, le portage permet aujourd'hui d'avoir une performance positive sur les 12 prochains mois. Donc on est vraiment payé pour être investi, et même ce positionnement défensif actuel, il a vocation à évoluer puisqu'on a une gestion active et on espère avoir des opportunités pour renforcer davantage le rendement du portefeuille dans les semaines et les mois à venir. La seule chose qu'on ne voit pas sur cette slide de gestion du risque, c'est le risque idiosyncratique. Par définition, le choix de valeur, voilà, on ne peut pas le modéliser dans un scénario global. Alors c'est vrai pour la partie risque, mais c'est aussi vrai pour la partie performance. On n'est jamais à l'abri de bonnes nouvelles sur les dossiers qu'on a en portefeuille et venir améliorer ces scénarios, même de scénarios centrales. Les très bonnes années qu'on a eues historiquement, on n'avait jamais modélisé de faire des performances aussi bonnes que les quelques années qu'on a pu avoir. Donc ce scénario central, c'est un peu le pire du scénario positif qu'on peut avoir, et on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises.
Donc ça, c'est important de noter. Oui, alors justement à ce sujet-là, donc il y a deux questions qui Ouais. sont posées. La première, déjà, c'est que quand on voit les performances positives, c'est dans le pire des cas, bien évidemment. C'est-à-dire que la gestion active permet effectivement d'avoir des nouvelles qui vont être meilleures. Et donc, sur les performances passées de multi-oblig, on voit bien que les scénarios historiques de gestion du risque, c'est dans le pire des cas. Et que quand ça se passe bien, et puis on a le droit de penser que ça va bien se passer à un moment donné, les performances peuvent être meilleures. Donc ça, c'est la première question. J'ai une question qui est aussi posée dans le chat, c'est pourquoi finalement on se retrouve aujourd'hui avec un scénario risk-off et un scénario central relativement proche en termes de risque sur l'effet marché. Est-ce que tu peux expliquer ça sans rentrer 2 heures dans le détail, mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu ces deux scénarios qui sont très proches quand on les voit comme Ouais, ça? bien sûr. C'est une excellente question. Le tableau que vous avez en bas de la slide permet de répondre à cette question. On a un scénario central aujourd'hui où on considère que la baisse des taux qu'on a connue sur le mois de novembre, elle était peut-être un peu trop forte et qu'on va peut-être connaître une légère hausse des taux dans les semaines qui viennent. Donc c'est le moins 0,15% que vous voyez dans la colonne taux sur le scénario central. C'est-à-dire que l'effet de hausse des taux peut coûter 0,15% en fond dans le scénario central. Et on considère par la même logique que sur les spreads, on a eu une très forte compression des spreads et que peut y avoir une respiration de marché dans les semaines à venir. Et donc ce scénario de légère augmentation des spreads peut coûter 0,40% au fond, ce qui fait un effet marché total de moins 0,55. Mathématiquement, effectivement, le résultat total du scénario central est très proche du scénario risk-off. Alors, c'est une pure coïncidence, puisqu'on constate que les deux effets taux et spread de l'effet marché du scénario risk-off sont très différents du scénario central. Dans un scénario risk-off, on considère que les taux baissent de 100 à 150 BP et qu'à l'inverse, les spreads de crédit augmentent de 75 BP sur l'investment grade et de plus de 300 BP sur le high yield. Donc, on a un scénario risk-off avec un effet taux qui est de plus 1,35, puisqu'on est positionné sur les taux pour capter ce mouvement. Par contre, sur l'effet spread, on a un effet spread qui est très négatif, de moins 1,89, et qui donne un effet total marché du scénario risk-off de moins 0,54. Mais la composition, les effets de marché entre taux et spread entre ces deux scénarios sont très différents. Ben c'est très clair. À la bonne heure, c'est pour ça qu'on fait ça. Alors, je vais prendre moi cette slide, si tu veux bien, Dimitri, parce que c'est la vraie évolution qui va être apportée à Eurostrategic par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On a vu tous les graphiques qu'on a montrés. D'un point de vue purement opérationnel, parce que j'ai déjà eu plusieurs fois la question. Donc, Multi-Oblique va absorber ce nid Eurostrategic. Donc, la gestion que vous allez avoir dans ce nid Eurostrategic d'aujourd'hui va être un copier-coller de ce qu'on vient de voir ici. Il y a tout un processus d'AMF et autres pour pour tendre vers cela, mais à la fin, c'est ce que vous allez retrouver. Et la gestion de multi-oblique / Eurostratégique qui va être opérée par Dimitri avec tout ce qu'on vient de vous expliquer en termes de matrice de risque, en termes d'outils, en termes de champ des possibles. Donc, une gestion évidemment bien plus active que ce qu'on avait sur Eurostratégique historiquement. Voilà, avec une diversification évidente des sources de performance. C'est les deux slides un peu denses qu'on a eu tout à l'heure, mais qui me semblaient essentiels pour bien comprendre là où on allait. Un élément qu'on a pu nous reprocher parfois et qui est pour moi un élément fondamental qui est la gestion du risque. Voilà, on l'a vu. D'intégration de critères ESG parce qu'on l'a dit peut-être un peu trop vite tout à l'heure, mais l'ensemble de la gamme obligataire Sony va passer en article 8, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc ça, c'est un élément nouveau. Puis je voulais rajouter aussi un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure en introduction, c'est que à la fois Multi-Oblig et Seren Oblig, qui étaient les fonds gérés par SPPI Finance, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces fonds-là, les principaux porteurs de ces deux fonds-là, étaient les clients privés de SPPI Finance. Et là, d'un point de vue purement, on va dire, opérationnel, on s'aperçoit que la notion de la gestion du risque, quand on s'adresse à des clients particuliers, à des clients privés, et surtout quand on doit reporter à ces clients-là par rapport à une notion de risque qu'ils sont capables de prendre ou pas prendre, ça change un peu la donne de la manière dont on gère les fonds. Et donc ça, on l'a vu sur plein d'actifs, sur la gestion diversifiée, sur des actions, a fortiori sur des produits entre guillemets plus prudents. Le fait d'être obligé de reporter à un client final pour lui expliquer si on a bien travaillé, pas bien travaillé, comment ça s'est passé, pas bien passé, ça sous-entend ces matrices de risque qu'on a vues pour effectivement être le plus clair possible, le plus transparent possible et le plus lisible possible sur cette matrice de risque. Et ça, vraiment, c'est un sujet qui est essentiel sur les mois et années à venir quand on va parler de gestion obligataire. Bon, là, c'est très beau aussi. Hein. Là, la slide Trentalis, c'est assez chouette. Le bleu, c'est toujours nous, donc tant mieux. Les indicateurs de risque, les différents ratios sont bons ou très bons, donc vraiment
c'est du très très bon travail. Et puis quand on regarde la séquence de performance 1 an, 3 ans, 5 ans, 8 ans, c'est bien. Qu'est-ce que je vous dis? On va pas se cacher d'avoir bien travaillé. Et donc, bravo à toutes les équipes d'avoir fait ça. Mais vraiment, c'est vraiment du très bon travail avec une bonne maîtrise du risque et globalement, dans des séquences qui ont pu être compliquées entre 20, 21, 22, 23. On voit bien que les séquences de marché ne sont pas du tout les mêmes. Mais malgré des séquences de marché très, très différentes, on arrive à tirer plus que bien notre épingle du jeu. Et je pense que dans un horizon 24, 25 des années qui vont arriver, où la classe d'actifs obligataires, on l'a déjà dit, retrouve tout son sens, d'avoir un fonds comme celui-ci, sur lequel il y a un bon pilotage du risque avec un choix des stratégies qui s'offrent à nous, qui est très large, les concentrer, de ne pas faire n'importe quoi, d'être diversifié et d'essayer de générer de la performance, bon, ça devrait cocher quand même beaucoup de cases pour tout un bon nombre de clients qui sont les vôtres aujourd'hui. Et donc, on espère que, donc pour ceux qui ont du euro stratégique, c'est là-dedans qu'on va se retrouver avec tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est un mouvement pour nous qui est extrêmement important, qui est totalement volontaire et on est ravis d'apporter toutes ces évolutions à euro stratégique et de faire redécouvrir cette gestion multistratégie obligataire. Honnêtement, je pourrais en parler des heures, vous connaissez mon côté un peu bavard, mais vraiment, je suis très content de ce qu'on a fait autour de ça. Voilà pour cette partie-là. Alors maintenant, on va rentrer, je répondrai tout à l'heure aux questions auxquelles on n'a pas répondu. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet de la partie crédit en euros. Je vais laisser la main à Kevin pour revenir sur cette partie-là, qui est la gestion historique de bond picking, de Sunny, pour aller chercher des dossiers et pour essayer dans ces univers-là de trouver les bonnes valeurs et surtout pour essayer de générer de la performance, parce que on l'a bien compris qu'aujourd'hui, l'univers obligataire permet de retrouver des niveaux de performance qui peuvent être parfois très sexy. Et donc, l'idée, c'est que Kevin va rentrer dans le détail de comment on travaille sur le crédit en euros aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut en attendre, comment ça fonctionne. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler. Et donc, Kevin, je te laisse la main pour avancer. Merci Christophe. Bonjour à tous. Alors, Eurocrédit Opportunité, bon, c'est un fonds que la plupart doivent connaître. C'est un fonds que je gère depuis 5 ans. Donc, en quelque sorte, j'ai atteint la majorité de ce point de vue-là. Eurocrédit Opportunité, c'est un fonds crédit opportuniste avec un biais assez marqué sur le compartiment du high yield. Un horizon de placement que l'on recommande supérieur à 3 ans, un SRI de 3, un indice de référence qu'on vous met ici, mais qui est purement à titre d'indication, mais c'est une gestion qui n'est pas benchmarkée par définition. Alors, Eurocrédit Opportunité, on fait du bond picking dans l'univers du crédit à partir du moment que le crédit soit libellé en euros. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans ce fonds-là? On cherche à aller générer de l'alpha en allant sélectionner les meilleurs couples rendement-risque dans le terrain de jeu du crédit européen. Comment on fait cette sélection et ce choix de couple rendement-risque? On le fait essentiellement avec une lecture fondamentale des dossiers. C'est-à-dire que dans la mesure où Eurocrédit Opportunité s'intéresse au high yield notamment, on se doit d'avoir une lecture spécifique sur chaque entreprise quant à savoir si la solvabilité, les métriques financiers, le profil crédit finalement au sens large de chacune de ces entreprises va aller dans un bon sens ou pas. Et donc, on applique une lecture fondamentale sur cet aspect-là. Les 4 poches de stratégie de rendement de ce fonds-là, elles n'ont pas changé, elles sont toujours les mêmes. On va avoir une poche rendement, on va avoir une poche d'arbitrage de valeur relative. Typiquement, quand on aime bien une entreprise, on va regarder sa capital structure et on va sélectionner une ou plusieurs obligations, mais bien spécifiques, qui répondent à soit un point de courbe, c'est-à-dire dans la capital structure de l'entreprise, je vais aller chercher telle obligation qui a une maturité précise, et on va également sélectionner le rang de subordination sur lequel on souhaite s'exposer dans la capital structure de cette entreprise que l'on apprécie. Donc ça, c'est la deuxième poche. La troisième poche, c'est les situations spéciales qui peuvent prendre des natures assez différentes, mais qui font finalement toute la valeur ajoutée que l'on essaie de vous proposer dans le cadre de ce véhicule.
Et la quatrième et dernière poche, c'est la poche thématique, où là, on vient rentrer de manière opportuniste, puisque c'est un fonds vraiment opportuniste. On vient rentrer des thématiques précises. La dernière en date et qui fait du sens, c'est le secteur bancaire, sur lequel nous n'étions pas nécessairement exposés dans le cadre d'Eurocrédit Opportunité et pour lequel on a construit une position qui représente aujourd'hui un peu plus de 7% de l'actif et qui est une position qu'on a construite à la suite des problèmes enregistrés en mars 2023 sur les banques périphériques américaines type SVB ou autres. Voilà pour la philosophie d'investissement. Alors, comme vous l'avez compris, Eurocrédit Opportunité, il va chercher des idées spécifiques dans l'univers du high yield. Et donc, on estimait que c'était intéressant quand même de regarder sous le capot et qu'on regarde finalement c'est quoi le high yield aujourd'hui, puisque c'est un marché qui a beaucoup évolué depuis 15 ans. Alors déjà, le premier point, c'est qu'on parle d'un marché high yield en Europe qui représente environ 700 milliards d'euros. Donc, c'est relativement vaste. Sur ces 700 milliards de stocks de dette, on a finalement quasiment les 3/4 qui sont sur des émetteurs jugés comme fragiles, c'est-à-dire B2 ou moins. Alors, ici, je voudrais qu'on retienne un premier élément qui est que si 75% de l'univers high yield, c'est sur des entreprises fragiles, il faut déjà avoir une sélection d'entreprises qui soit optimale de manière à essayer de générer de la performance sur un horizon moyen terme. Donc, il y a la sélection de dossiers qui est très importante. Ensuite, on comprend bien que le marché a évolué puisque à 75% sur des simples B, on commence à avoir une certaine polarité dans ce marché où on a des entreprises qui se comportent très bien, qui ont du pricing power, qui ont une certaine résilience des marges et des leviers d'endettement qui se tiennent. Mais on comprend aussi que sur les 3/4, ça va être un petit peu plus difficile et qu'il faut être résolument actif quand on investit sur le marché du high yield. Et c'est ce qu'on essaie de vous proposer au travers d'Eurocrédit Opportunité, une gestion active où on va chercher une compression des spreads en jouant un ou plusieurs événements spécifiques sur chacun des bonds. Et une fois que l'événement se matérialise, on prend nos bénéfices, on vend et on va essayer de chercher une autre belle histoire à jouer dans le cadre de ce fonds. Alors ça, c'est important. Quand on parle du high yield... Non, vas-y, je te laisse, vas-y. Non, bon, non, mais je voulais effectivement, c'est une slide qui est... Vas-y. On a un décalage de voix, j'ai l'impression. C'est un slide qui est important, effectivement, parce que quand on parle du high yield, on pense tout de suite au taux de défaut. Alors, les taux de défaut aujourd'hui, on est en Europe aux alentours des 2,7% de taux de défaut. On vient d'un univers sur les 5-8 dernières années où on n'avait pas nécessairement beaucoup de défauts, pour être très honnête. Et les perspectives à horizon 12 mois qui nous sont données par les agences de notation et qui est un niveau assez consensuel dans le marché, c'est un taux de défaut aux alentours des 3,5% qui nous ramènerait finalement sur la moyenne historique dans l'univers européen. La première chose que je voudrais mettre en avant, c'est le fait que la remontée du taux de défaut n'est pas nécessairement quelque chose de négatif pour notre classe d'actifs. Alors, c'est un peu paradoxal ce que je viens de dire, mais vous allez comprendre mon point de vue, c'est que si on a du taux de défaut, c'est essentiellement parce que nous avons une réallocation du capital qui est en train de s'opérer. Avec l'environnement que Dimitri a décrit en préambule, avec une remontée assez significative des taux, on se retrouve aujourd'hui avec la capacité de réemployer l'argent de nos clients avec des niveaux de rendement plus élevés. Et donc, il y a la nécessité de trier le bon grain de livret, finalement, sur l'univers du high yield. Et donc, auparavant, on avait du risque mais sans taux. Aujourd'hui, on a du risque mais avec du taux. Et donc, ça, c'est plutôt sain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième élément, c'est que le fait d'avoir un taux actuariel qui revienne aux alentours des 7% dans le compartiment du high yield, ce 7%-là de taux actuariel dans le gisement nous permet d'immuniser une partie de nos encours et une partie de nos expositions dans la mesure où on a un coussin
beaucoup plus important pour absorber les défauts éventuels à venir. Ça, c'est un point qui me paraît intéressant. Et le troisième et dernier élément, c'est que qui dit défaut dit nécessité de bien sélectionner les dossiers. Mais je rajouterais que dans Eurocrédit Opportunité, on a également la capacité, puisqu'on a un terrain de jeu qui se veut assez large, on peut également faire à la marge des situations qui sont en déshérence ou en distress. On peut éventuellement essayer de profiter de certaines opportunités de marché en allant s'exposer sur ces dossiers-là. Voilà les 3 éléments qu'il convient de retenir ici sur cet aspect des taux de défaut. Alors, le positionnement actuel du portefeuille, un peu à l'image de ce qui vous a été présenté pour Seren et Multi-Oblig, on va essayer de le présenter au travers de 6 dimensions. Alors, le rendement actuariel du portefeuille au worst, dans le pire des cas, c'est un petit 6% aujourd'hui. On a 75 émetteurs qui sont représentés dans le portefeuille pour environ 90 lignes. Si je devais vous donner un petit peu de perspective là-dessus, on est plutôt granulaire par rapport aux 5 années de gestion dans ce fonds-là. On avait pour habitude d'avoir une gestion beaucoup plus concentrée. Là, disons qu'on est un peu plus granulaire. Une durée de vie moyenne de 2,6 années, une sensibilité relativement faible, puisque aujourd'hui, on a la chance d'avoir des courbes qui sont inversées, donc on n'a pas de nécessité à aller s'exposer sur des durées de vie longues pour essayer d'avoir un supplément de rémunération. Bien au contraire, on peut tout à fait avoir des taux actuariels acceptables en étant sur des durées de vie courtes, et ça répond d'ailleurs très bien à la volatilité du marché obligataire qui est assez élevée depuis 2 ans. Donc en étant court, on se réserve le droit de bien protéger la valeur liquidative du fonds. Je le disais en préambule, on est sur une dimension high yield. Alors aujourd'hui, dans le fonds, on a 55% de l'actif qui est exposé sur l'univers du high yield. Schématiquement, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, c'est la borne basse de ce que j'avais l'habitude de vous proposer dans ce fonds-là. Pour ceux qui sont avec nous dans l'aventure depuis quelques années, rappelez-vous, en 2020, par exemple, j'avais 75% de mon actif qui était exposé à des émetteurs très fragiles notés B- et CCC. J'en avais 75%. Aujourd'hui, j'ai 55% qui est sur du high yield au sens large. C'est un volant qui est relativement faible, qui n'a pas vocation, quand on se reparlera dans 1 an, je suis pas sûr d'avoir encore 55% de high yield. Probablement que je vais remonter cette poche high yield de manière assez significative au fur et à mesure qu'on gagnera en visibilité sur le schéma macroéconomique en 2024. Et puis enfin, la volatilité à 3 ans qui s'inscrit à 4% et qui schématiquement, par rapport à ce qu'a pu vous dire Dimitri avec Seren ou Multi-Oblig, s'inscrit finalement dans cette logique de gamme où effectivement, quand on vient sur du Eurocrédit Opportunité, on vient chercher des sélections de dossiers bien spécifiques, on vient chercher une dominante comme high yield, on vient chercher une espérance de rentabilité finalement plus élevée avec une volatilité qui se voudra un petit peu plus importante que le reste des 2 autres fonds. Alors là, c'est ma partie. C'est la partie la plus facile. C'est quand même génial. Donc bon, la fiche Quantalis de Eurocrédit, la courbe bleue, c'est toujours nous. Donc voilà. Les indicateurs à la fois de risque et de l'expert Quantalis sont bons ou très bons, donc on est plutôt très content. Et quand on regarde la perf 1 an, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, c'est pas à rougir. Voilà, on est très content, c'est du bon travail. J'insiste sur ce que disait Kevin tout à l'heure. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses différentes dans l'univers obligataire, et cette poche crédit, c'est la poche sur laquelle, si on est plutôt bon, et j'ai une vraie confiance dans Kevin, sa capacité à être bon sur la sélection de titres, on va aller chercher un niveau de performance qui sera bien évidemment supérieur à ce qu'on peut attendre d'un Seren Oblig ou d'un Multi-Oblig. Il n'y a aucun doute là-dessus, avec la vol associée. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant dans cet univers obligataire, c'est que sur les 3 fonds qu'on vient de vous évoquer, pour être très bien mixé les 3 fonds les uns avec les autres, il n'y a pas d'entrechoquement des fonds les uns avec les autres. Il n'y a pas un overlap ou un fonds qui ressemble à l'autre parce qu'il est comme ci ou il est comme ça. Kevin disait, la borne basse aujourd'hui sur Eurocrédit, c'est 50% du high yield. Dans un fonds comme Multi-Oblig, on n'aura jamais plus de 50% de high yield. Ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas comme ça qu'on va le travailler. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'effet de gamme aujourd'hui permet de travailler l'ensemble
des outils à notre disposition sur l'univers obligataire, avec des attentes en termes de risque, en termes de pertes, qui vont être radicalement différents. Il se trouve qu'on l'a plutôt bien fait. Il se trouve que globalement, que ce soit sur les 3 fonds que vous avez évoqués, il y a beaucoup de vert et de bleu et ça fonctionne plutôt très bien. Et je veux qu'on continue, nous, de travailler sur cette légitimité historique qu'on a sur l'univers obligataire pour, dans un univers qui paraît un peu plus évident, 24-25 pour faire du crédit, de retrouver des fondamentaux différents et en fonction des clients ou de vos appétences à vous en termes d'allocation d'actifs ou autres, d'aller chercher ce qui vous semble être le plus opérant par rapport à des choses qui sont clairement identifiées sur lesquelles il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Donc on est très à l'aise par rapport à ça, on a plutôt très bien travaillé, on est très content et donc c'est tout ça qu'on va continuer de déployer sur les mois à venir avec une équipe qui est plus costaud, qui est complémentaire. Enfin voilà, je suis plus qu'optimiste sur ce qui va se passer et d'ailleurs je terminerai sur cette petite touche. Alors c'est un peu le teasing de la semaine prochaine, hein, parce que pour ceux qui ont aimé aujourd'hui, revenez le vendredi prochain à la même heure. L'idée, c'est que voilà, notre gamme de fonds datés va évoluer. On va lancer 2 fonds, un qui va s'appeler Sunny Green Bonds 2028 et un Opportunité 2029. On a un peu parlé de ESG tout à l'heure, hein, c'était un vrai sujet, une vraie évolution dans ce qu'on cherchait à faire. Le fonds Green Bonds 2028, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ont oublié les Green Bonds, qui l'ont mis un peu sous le tapis parce que on va avoir peur de greenwashing, de ce que vous voulez. Alors, venez vendredi prochain, honnêtement, je pense que vous allez être séduits par cette approche 100% Green Bonds, 100% globalement investment grade, avec une vraie histoire à raconter. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Et puis sur la partie opportunité 2029 à yield, c'est le corollaire de ce que vient d'expliquer Kevin sur l'univers du high yield. Aujourd'hui, en 24 et en 25, il va y avoir beaucoup de choses à faire sur le high yield en euros et donc avoir un fonds daté 100% high yield pour pouvoir générer ce niveau de performance à horizon 5-6 ans sur l'univers du crédit en euros. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et on a la capacité de le faire chez Sunny avec une équipe qui est capable de sélectionner des titres, de sélectionner des obligues et de faire tout ça. Donc l'univers obligataire chez Sunny, il est quand même très chouette aujourd'hui. Donc faites des obligues, c'est le sens. Si vous faites avec nous, évidemment, c'est quand même mieux. Voilà. Mais globalement, voilà, le champ des possibles s'est beaucoup élargi. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors je regarde si on a répondu à peu près à toutes les questions. Peut-être pas toutes parce qu'il y en a eu beaucoup. J'espère voilà, je regarderai tout à l'heure. Hein, je vais pas vous garder. Après, ça va être l'heure de manger, donc je vais pas vous garder plus longtemps. Mais globalement, on reviendra avec Blaise sur les questions auxquelles on n'a pas pu adresser. Je pense qu'on a fait un bon tour global. Donc, merci infiniment pour votre attention. Kevin et Dimitri, merci pour cette participation qui était très claire, très étayée et très costaud. Merci à tous. Et donc, on vous reviendra sur tous ces éléments-là au fur et à mesure. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire à vendredi prochain, parce que vraiment, si vous voulez écouter ce qu'on va se dire vendredi prochain, ça va être très pragmatique et ça va vraiment être très cohérent. Voilà. Merci infiniment. Bonne fin de journée à vous, bon week-end et à très bientôt. Merci à vous.